Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast La justice et moi. Je suis Nadia Bouria et je vous raconte le droit simplement, histoire de peut-être vous réconcilier avec le monde judiciaire. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je reçois Stéphane Lempereur. Vous êtes avocat général. Bonjour Stéphane de me recevoir. Bonjour, avec plaisir. Alors, je m'adresse à mes auditeurs. J'ai déjà interviewé une collègue à vous. C'était dans l'épisode 7 de cette saison 3, Sonia Isbiaï. Mais Sonia avait la particularité d'être rattachée à la section famille. Et si je ne me trompe, vous êtes dans la section générale. Donc, vous vous occupez de tout ce qui n'est pas très rigolo, j'ai l'impression. En ce qui me concerne, je suis dans la section générale, mais audiencier. C'est-à-dire qu'en ce qui me concerne, je vais siéger 3 fois par semaine devant une cour d'appel en tant que représentant du ministère public, donc procureur de première instance. Chez nous, c'est avocat général pour ce qui est de la cour d'appel. Oui, parce qu'on est à l'étage du dessus. On est à l'étage du dessus. Tout le monde a le droit à 2 procès. C'est-à-dire, si on n'est pas content d'une première décision, on peut toujours faire appel et on se retrouve devant la cour d'appel. Et moi, je représente le ministère public devant la cour d'appel et à ces audiences publiques dans les dossiers au fond. C'est-à-dire les dossiers qui sont clôturés par une instruction ou autre et sur lesquels on va prendre une décision de culpabilité et une peine. Donc c'est le dossier qu'on dit au fond. On analyse les faits, savoir si oui ou non la personne est coupable. Alors on va commencer par le début, c'est ma question rituelle que je demande à tous mes invités. Alors on sait que pour devenir magistrat, il faut passer les examens, etc. Ça maintenant, je pense que tout le monde le sait. Mais vous, d'un point de vue plus personnel, qu'est-ce qui vous a poussé à postuler, à se dire, tiens, j'ai envie d'être au parquet? Alors, je suis un cas particulier, dans la mesure où je suis un des rares qui a quitté le barreau après 22 ans. Donc, vous étiez avocat? J'ai été avocat pendant 22 ans, j'étais avocat pénaliste pendant 22 ans. Pendant 22 ans, j'ai défendu, on va dire, des criminels, entre guillemets. Beaucoup d'entre eux n'étaient pas des criminels, puisque je les ai acquittés. Et j'ai fait des cours d'assises en tant qu'avocat, donc je m'occupais de la défense du citoyen, du prévenu qui était poursuivi. Et après 22 ans, j'ai quitté le barreau pour aller du côté de la force obscure et devenir procureur. Et puis j'ai très vite pu évoluer. J'étais substitut du procureur du roi à Bruxelles pour très vite être délégué au parquet général. Et enfin, être nommé au parquet général en 2016, après 5 ans, ça a été très très vite. Mais pourquoi quitter le barreau pour se retrouver du côté obscur de la force? Parce que c'est pas du tout le même... Enfin, si, c'est le même métier, mais de l'autre côté, quoi. Assez étrangement, qu'on me croit ou qu'on me croit pas, il y a plusieurs raisons. Une raison qui n'est pas très favorable au barreau, je vais me taire. Et une deuxième raison, c'est que je me suis rendu compte aussi que, contrairement à ce qu'on peut penser, l'avocat va tout faire pour aider son client, c'est une chose. Moi, j'avais cette idée d'aider le justiciable. Et contrairement à ce qu'on peut penser, en étant au ministère public, à l'accusation, comme on dit, j'estime que j'ai plus de liberté encore, plus de force, plus de pouvoir pour aider le citoyen. Quel qu'il soit, que ce soit par exemple une victime, mais il m'est arrivé aussi d'aider quelqu'un qui était poursuivi, de comprendre son chemin, de comprendre ce qui se passait. Et on n'est pas forcément des brutes à demander des peines de prison. On peut comprendre aussi, essayer de trouver des solutions pour certaines personnes qui vont commettre des méfaits. Et je trouve que j'ai plus de moyens, à mon sens, pour aider le citoyen, quand on peut l'aider, en étant procureur ou avocat général. Mais à côté de ça, il est vrai que pour certaines personnes, j'ai pas beaucoup de sentiments et il m'arrive d'être très sévère, oui, ça oui. Mais alors j'ai envie de creuser cette question d'aider le justiciable, d'aider le citoyen. Comment est-ce que vous l'aidez? Vous avez utilisé un terme, vous avez dit comprendre le cheminement, mais ça se traduit comment dans les faits? Mais ça peut se traduire de différentes façons. D'abord, j'examine toujours un dossier en appel. La personne qui est condamnée en première instance, elle fait appel. Le ministère public suit. J'ai un regard indépendant sur le dossier et libre. Et donc, je réexamine le dossier. De A à Z. De A à Z. C'est ça le principe pour le justiciable, d'avoir 2 juges possibles. Donc, je réexamine le dossier. Et je ne vais pas
simplement me contenter de lire le jugement de condamnation en disant le juge à première instance a raison et je vais me fier à ça. Donc je réexamine le dossier. Et il m'arrive d'estimer ne pas avoir suffisamment d'éléments que pour demander la condamnation de quelqu'un et je vais requérir l'acquittement. Alors il m'arrive de requérir l'acquittement et que la Cour ne me suive pas. Oui. Tout comme il m'arrive de considérer que la personne est coupable et je requiers sa culpabilité, mais la Cour ne me suit pas et acquitte. Je veux dire, c'est ça. Mais le tout, c'est que ça doit se faire en âme et conscience. Et qu'on doit examiner le dossier le plus objectivement possible. Et c'est ce qu'on doit faire et c'est ce qu'on fait, à mon sens, ici au parquet général. Donc rien n'est jamais acquis et on va examiner le dossier. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, on peut considérer aussi d'avoir trait aux circonstances atténuantes qui peuvent être évoquées par un prévenu. Quel que soit l'acte qu'il commet, on peut être touché par certaines circonstances atténuantes. Et au lieu de dire, écoutez, tel fait, grosso modo, de manière générale, on va le condamner à 4 ans de prison, eh bien, dans certaines circonstances, je vais dire, écoutez, voilà, normalement, c'est 4 ans de prison. Mais vu tel élément, je ne serai pas opposé à une suspension du prononcé ou je ne serai pas opposé à une peine avec un sursis, s'il a droit au sursis. Donc, ce sont ces petites choses-là. Très bien. Et puis alors, par exemple, aussi au travers du fait que, malheureusement, d'un côté, à la Cour d'appel à Bruxelles, on a un arriéré énorme. Il faut savoir qu'aujourd'hui, pour un non-détenu, une affaire qui est introduite aujourd'hui devant la Cour d'appel, elle ne sera pas examinée avant décembre 2024. C'est un délai de 2 ans qui est énorme, qui n'est pas normal. Non. Alors, il faut faire contre mauvaise fortune bon cœur et se dire, bon voilà, ce délai est là. Et dire aux justiciables qui viennent, voilà, c'est remis dans 2 ans, d'accord. Mais vous avez 2 ans pour peut-être venir nous montrer un autre visage. Et quelque part, j'essaye de faire en sorte que, par un commentaire ou un autre, ces 2 années qui passent servent un petit peu de probation prétorienne, comme on dit chez nous. C'est-à-dire de période d'essai avant même d'être jugé et de pouvoir montrer au juge, au bout des 2 ans, qu'on a changé, qu'on n'a plus commis de nouveaux faits, que tout se passe bien, qu'on a trouvé du travail, qu'on s'est resocialisé, ou toute autre chose du genre. Et donc, ça a son importance. Mais c'est hyper intéressant ce que vous venez de dire. Mais alors, si on regarde l'autre côté de la pièce de ce même dossier, c'est-à-dire que de l'autre côté, la partie civile, elle a un sentiment que cette personne bénéficie d'une impunité. Voilà. Alors, en ce qui concerne l'autre côté, donc pour la victime, une chose qui est très importante et qu'on dit systématiquement dans ces cas-là, quand on a une victime qui est présente ou représentée, c'est de dire aussi, voilà, vous avez 2 ans. Mais pendant ces 2 ans, profitez-en aussi pour indemniser la victime déjà à l'avance. Okay. Et ça, c'est une chose à laquelle la Cour est très attachée. Le juge, le magistrat à la Cour d'appel est très attaché à ce genre d'éléments. C'est-à-dire que toute personne, vu le temps qui s'écoule entre son introduction devant la Cour et l'examen au fond de son dossier, la Cour est attachée au fait que ça fait autant d'années que vous avez commis les faits, que vous êtes en aveu de ces faits, et vous n'avez toujours pas indemnisé la victime. Ça, c'est un élément très défavorable. Et donc, on le signale. Je dis, voilà, vous avez 2 ans. Indemnisez la victime. Et en général, ça peut se faire. Et en général, ça se fait. Ceux qui ne le font pas, c'est déjà moins drôle quand ils reviennent. Oui, c'est pas un bon point pour eux. Non. Alors, ce que j'ai envie de faire avec vous aujourd'hui, pour qu'on comprenne vraiment l'essence de ce métier qui est très particulier et qui est assez méconnu par le grand public, c'est de prendre un exemple concret et de cheminer ensemble dans le dossier pour voir un petit peu toutes les étapes dans lesquelles vous intervenez. Alors, on a bien compris que quand un dossier arrive sur votre bureau, c'est qu'il y a déjà eu l'enquête avant, que la personne a déjà été condamnée avant. Et donc, vous m'arrêtez si je me trompe, soit la personne elle-même a fait appel, ou alors le parquet estime que la peine qui a été prononcée par le juge, par le tribunal, n'est pas suffisante. Est-ce que c'est ça ou c'est pas ça ? Alors, c'est exactement ça. C'est-à-dire que, quel que soit le moyen de l'enquête, vous avez un dossier qui est présenté au juge en première instance, qui examine le dossier au fond et prend sa décision. C'est un jugement. Ce jugement peut soit
condamner la personne, soit l'acquitter. Et donc, quelle que soit la solution, on a le prévenu qui peut faire appel en disant « je suis condamné, je ne suis pas content parce que je suis innocent ». Je fais appel parce que je suis condamné, mais la peine est un peu trop forte. Ou même, je suis condamné, la peine, ça me va, mais en revanche, j'ai été condamné à des intérêts civils qui ne me plaisent pas et je fais appel uniquement sur les dispositions civiles. Alors, les intérêts civils, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est quoi? Les intérêts civils, c'est le dommage qui doit être payé à la victime. D'accord. Quand il y a une victime. Donc, on quantifie. Oui, on quantifie. C'est-à-dire que, par exemple, une victime de coups et blessures. Le prévenu, celui qui a frappé, reconnaît avoir donné des coups. La victime dit, ben voilà, j'ai une incapacité de 8 jours, vu les coups que j'ai reçus. J'ai dû aller voir le médecin, j'ai dû aller à l'hôpital. Éventuellement, on a dû, on m'a arraché une dent. On m'a cassé mes lunettes. On a cassé mes lunettes, etc. Et donc, la victime, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va devoir déposer un dossier et réclamer son dommage, qui est le dommage matériel. Par exemple, les lunettes cassées, les frais médicaux, les médicaments et autres. Et à côté de ça, elle va réclamer ce qu'on appelle un dommage moral. En disant, j'ai été frappé, mais moralement, je suis quand même touché. Et donc, elle va réclamer ce dommage devant le juge correctionnel en disant, voilà, c'est lui qui m'a frappé, à cause de cette personne, j'ai ça, ça, ça et ça comme dommage, je réclame telle somme. Et l'auteur des coups, quand bien même il est en aveu d'avoir donné les coups, il sera condamné au pénal pour les coups, mais au civil, on va lui dire, et voilà, vous devez 20 000 euros à la victime. Et il va dire, oui, 20 000 euros, c'est un peu beaucoup. Et donc, il peut très bien faire appel aussi sur le fait qu'il est condamné au civil à payer une somme X, Y ou Z. À côté de ça, s'il est acquitté, mon office peut très bien estimer devoir faire appel aussi. Alors, ça se passe de la manière suivante, c'est-à-dire que vous avez une personne qui est acquittée en première instance. Le substitut, le parquet de première instance, le procureur de première instance va nous écrire à nous au parquet général en disant « Écoutez, voilà ce qui se passe, il y a telle chose, tel fait, tel fait, tel fait. Nous estimons que cette personne est coupable et nous demandons de faire appel de cette décision. » Et nous, on lui répond « Ok, on fait appel. » Et donc, cette affaire, alors, à ce moment-là, revient sur appel du ministère public. Il peut arriver que la personne soit acquittée en première instance. Donc, elle ne va pas faire appel, elle, et on fait rapport au parquet général, puis on analyse le jugement, et puis on se dit, en effet, elle doit être acquittée, donc on ne fait pas appel. Ça peut arriver aussi. D'accord, c'est ce que j'allais vous poser comme question. Oui. Donc, parfois, vous refusez de faire appel parce que vous estimez que... C'est juste. C'est juste, ok. Oui. Et il y a un autre phénomène, c'est qu'en cas d'acquittement, ce qui se passe, c'est que, bien souvent, la victime fait appel. Mais la victime, en principe, elle ne peut faire appel que sur le civil. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas faire appel au pénal. Est-ce que vous pouvez expliquer d'où ça vient, ça? Parce qu'il y a souvent une incompréhension de la part des victimes quand on leur explique qu'elles ne peuvent pas faire appel. Elles ont l'impression d'être quantité négligeable, alors que historiquement, il y a une raison. Oui, mais c'est-à-dire qu'il faut estimer deux choses. On est dans un système démocratique, où la justice se veut être démocratique et donner certains droits à toutes les personnes, qu'elles soient poursuivies ou qu'elles soient victimes. Et on estime historiquement que la victime a ses droits de réclamer son dommage, mais que le ministère public, le parquet, donc l'État, c'est lui qui doit poursuivre au pénal, c'est lui qui doit déterminer la peine. Parce que si on laissait les parties civiles déterminer les peines de prison, ce serait de la vengeance. C'est œil pour œil, dent pour dent. Et donc, on doit séparer. Alors, je comprends bien, j'ai été avocat aussi, donc je comprends évidemment que la victime, elle ne peut pas, dans un procès, se contenter de son dommage civil. Elle a la condamnation, ça c'est plus important quand même au pénal. Se contenter du civil et fermer les yeux sur la peine, on peut comprendre qu'il est attaché à la peine qui serait donnée à son agresseur. Ça, on peut très bien le comprendre. Mais il faut quelque part comprendre aussi que dans notre système démocratique, il faut séparer cela parce que sinon, on serait dans un système barbare. La loi du talion. Vous savez, c'est comme moi, je suis absolument, alors que je suis pour le ministère public, je suis absolument, mais je ne suis pas tout le seul, opposé à la peine de mort. Alors, beaucoup de gens, à l'heure actuelle, c'est la peine. Je suis opposé à la peine de mort parce que d'abord,
c'est très rare qu'on peut être sûr à 100%. Et la peine de mort de Borin, je ne pense pas être habilité à pouvoir ôter la vie à qui que ce soit. Et d'un autre côté, on ne sait jamais. Mm-hmm. Et une fois que la peine de mort est exécutée, on ne sait pas revenir en arrière. Mm-hmm. Dernièrement encore, on a appris qu'un Américain qui a été condamné à la peine de mort, après 35 ans ou 40 ans de prison, on a découvert qu'il était innocent. Je pense que ce sont les pseudo-assassins de Malcolm X qui ont été libérés. Donc voilà, on les aurait exécutés, on ne sait pas revenir en arrière. Oui. Et donc il faut faire la part des choses entre le dommage civil et les peines à prononcer. Et, voilà, et je sais que c'est très difficile pour une partie civile et une victime de faire la part des choses. On ne peut pas en vouloir, moi je n'en veux pas, à une personne qui est victime, qui dit telle peine de prison, c'est pas assez, ça se comprend. Mm-hmm. Donc, une fois que le prévenu a fait appel ou que le ministère public a fait appel, donc vous héritez du dossier, donc le dossier arrive. Le dossier arrive alors aussi en degré d'appel. Uh-huh. Alors il faut savoir qu'à Bruxelles, on a 4 chambres correctionnelles d'appel. Uh-huh. Une qui est plus spécialisée en droit financier et droit social, et les 3 autres, droit commun. Et on reçoit les dossiers ici, et on demande à Madame la Première Présidente de bien vouloir distribuer les dossiers entre les 4 chambres. Et une fois que les dossiers sont distribués, quand ils sont distribués à ma chambre, je suis à la 14e chambre de la Cour d'appel, ben je reçois les dossiers, je sais qu'ils sont fixés en introduction à telle date, et puis je dois les étudier, évidemment. Pour le moment, ils sont examinés au fond. Vous allez vite. Alors, quand vous dites que Madame la Première Présidente distribue, est-ce qu'elle regarde ce que c'est et elle distribue en fonction de ce que vous aimez, ou vraiment les dossiers arrivent et c'est une gare de triage? C'est une gare de triage. Okay. Et d'abord, je crois pouvoir dire, sans trop m'avancer, que ce n'est pas elle qui le fait, mais c'est son secrétariat. On a bien compris. Et c'est il n'y a pas le temps, de toute façon, de vérifier. Et c'est distribué aux chambres de manière tout à fait aléatoire. Et donc, le ministère public, nous, on ne peut pas influencer la présidente en disant « Tiens, j'aimerais bien que ce dossier aille plutôt chez tel juge que chez tel juge ». Non, ça ne se fait pas. Okay. Donc, ici, c'est vraiment distribué de manière tout à fait aléatoire. Et puis voilà, et puis de toute façon, je pense que les 4 chambres, vous savez, ce sont chaque fois des chambres composées de 3 magistrats, magistrats de la Cour d'appel, qui ont tous une carrière aussi en tant que magistrats en première instance, ou ex-juge d'instruction et autres. Ce sont des magistrats professionnels. Dire qu'une chambre est plus sévère qu'une autre, vous savez, ça c'est une question purement subjective et qui ressort essentiellement d'avis d'avocats et de leur expérience mauvaise ou bonne en fonction d'un tel ou d'un tel autre dossier. Je dis, mais ce sont des magistrats professionnels, il n'y a pas il n'y a pas de différence. Peut-être une sensibilité plus particulière pour l'un ou pour l'autre, mais ils sont 3 à décider. Mais par exemple, pour une décision d'un acquittement en première instance, mon office fait appel. Donc, je dois défendre le fait que la personne n'est pas innocente, mais coupable. Eh bien, pour obtenir la culpabilité de la personne, je suis obligé d'avoir l'unanimité. C'est-à-dire, il faut que je convainque les 3 juges. Autant vous dire que ça n'est pas gagné d'avance et qu'il faut vraiment argumenter, qu'il faut travailler le dossier, qu'il faut montrer les éléments, etc. Donc, je veux dire, c'est un réel contrôle. Quand on dit que les gens ont 2 chances, eh bien, il y a vraiment 2 chances parce qu'il y a un réel contrôle qui se fait par la Cour d'appel. Alors, le dossier arrive dans votre bureau, donc il a été redispatché entre les 4 chambres. Vous recevez le dossier et quelle est la première chose que vous faites ? Alors, je lis le jugement dont appel. D'accord. Et puis, je reprends tout ce qu'il y a dans le dossier. Je relis les cartons. Je vois éventuellement, parce qu'on a quand même beaucoup. Je demande à mon collègue de première instance s'il a fait une note préalable en première instance, de m'envoyer sa note pour m'aider.
je les reçois. Donc le collègue de première instance m'envoie en général sa note d'audience dans laquelle il y a son propre résumé du dossier avec tous les éléments que lui a repris, etc. etc. Il y a même des collègues super gentils qui écrivent encore leur réquisitoire écrit et qui m'envoient leur réquisitoire complet écrit. Et donc, j'ai une base. Et puis, en fonction de ça, je reprends évidemment les éléments du dossier. Je réétudie voir ceux-ci pour voir si, oui ou non, ça se confirme que la personne est bien coupable, oui ou non, s'il y a des choses dont on doit tenir compte, en sa faveur ou pas, etc. Donc, c'est-à-dire que, parce que, voilà, je pense que c'est l'épisode numéro 3 de la saison. Donc, j'ai fait tout un épisode avec Isabelle Panou, qui était juge d'instruction. Donc, elle a mené l'enquête avec les policiers. Donc, c'est ce genre de dossier que vous recevez, et donc qui est déjà passé par le filtre d'un premier juge, et donc ça arrive chez vous et vous reprenez tout le dossier. Alors, j'entends ce que vous dites que vous relisez ce que votre collègue de première instance a fait, mais ça peut laisser entendre que vous vous basez que là-dessus. Ça, c'est vraiment le point de départ, si je comprends bien. C'est le point de départ, mais on peut revoir les éléments, je peux réétudier les éléments, et puis alors, il faut savoir aussi qu'à ce moment-là, j'ai quand même la défense qui éventuellement m'envoie des conclusions, ou me fait part de certains éléments. On va trop vite, là. On va trop vite, parce que la défense qui vous envoie des conclusions, ça veut dire qu'on a déjà l'audience. Mais donc, vous, au point de départ, vous recevez un dossier, vous le lisez, et vous en prenez connaissance, en fait. Et je me fais mon opinion. Ok. Alors, comment est-ce qu'il est fixé, ce dossier ? Comment est-ce qu'il se retrouve dans l'agenda de la Cour d'appel ? Alors, une fois que la première présidente a distribué les dossiers, elle envoie le dossier au président de chambre. D'accord. Le président de chambre, maintenant on a un nouveau système pour toutes les chambres, le président de chambre le fixe très rapidement à une audience dite d'introduction. Mm-hmm. Par exemple, mardi passé, j'ai eu une audience d'introduction, j'avais 26 dossiers, 26 nouveaux dossiers. Je dois vous dire que je ne vais pas les étudier pour l'audience d'introduction. Mais pour l'audience d'introduction, j'ai déjà lu l'essentiel pour savoir de quoi on parle. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir le résumé de votre collègue de première instance. Donc ça aussi, okay. et puis j'ai quand même vu le jugement dont appel. Je vois qui a fait appel, pourquoi il a fait appel, etc. Donc j'ai ces premiers éléments. Et à l'audience d'introduction, le président de la cour d'appel va dire on remet pour le fond à telle date. Comme je vous l'ai dit au début, malheureusement, à l'heure actuelle, on remet en décembre 2024. J'ai le temps d'étudier quand même les dossiers, ça c'est une chose. Mais attention, les détenus sont remis beaucoup plus tôt, évidemment. Pour un détenu, c'est remis à maximum 3 mois. C'est ce que j'allais vous dire. Donc, quand la personne est en prison, elles sont prioritaires, entre guillemets. Elles sont prioritaires, c'est maximum 3 mois chez nous, même quand elles sont sur surveillance électronique. Donc, détenues sous bracelet électronique, on considère que c'est détenu. Et donc, c'est fixé très rapidement pour examen, évidemment. D'accord. C'est uniquement les dossiers où il n'y a pas de détenus qui sont renvoyés en 2024. Pour les détenus, évidemment, c'est fixé beaucoup plus tôt, donc on va beaucoup plus vite. Il s'avère qu'en degré d'appel, rien n'empêche mon office, c'est-à-dire moi-même, qui examine le dossier, les avocats de la défense, mais aussi le président de la chambre, la cour, de dire, tiens, on a examiné le dossier, il nous manquerait ceci, ou il nous manquerait cela. Et donc, à ce moment-là, je fais des réquisitoires où je peux demander à la police, je dis, écoutez, est-ce qu'on n'irait pas réentendre la victime, ou est-ce qu'on n'irait pas réentendre tel témoin, ou faire un tout autre devoir. Donc, j'ai la possibilité de faire des devoirs complémentaires. Évidemment, ce sont des devoirs qui sont ordonnés par moi. Je suis procureur, je ne suis pas juge d'instruction. Donc, je n'ai pas le pouvoir d'un juge d'instruction. Donc, il y a des choses que je ne peux pas. Je ne peux pas ordonner. Je ne peux pas ordonner des téléphonies, comme le fait un juge d'instruction, puis ce sera un peu tard. Oui. Et donc, il y a des choses que je ne peux pas faire, mais faire réauditionner quelqu'un, et donc on peut réexaminer une pièce à conviction, par exemple. Et donc, des petites choses comme ça peuvent être faites. Donc, ou demander une expertise psychiatrique complémentaire. Ça se fait aussi. Parce qu'entre le temps
de l'instruction, par exemple, où la personne a été examinée par un expert psychiatre qui aboutit à telle conclusion, et le temps que ça arrive chez nous et que ce soit examiné, puis le temps passe, cette personne a peut-être évolué. Donc on demande un nouvel examen psychiatrique, une réévaluation qui peut aboutir à d'autres conclusions. Ça a son importance aussi. Donc tout ça, on peut faire. La défense peut me demander aussi de faire certains devoirs. Et la défense, en attendant que la fixation au fond, peut m'écrire en me disant « je souhaite telle chose, je souhaite telle chose ». Et moi, je peux très bien leur dire « je refuse » ou « j'accepte, je le fais volontairement ». Et en cas de refus de ma part, rien n'empêche la défense, les avocats, de dire « écoutez, voilà, je l'ai demandé au ministère public, il a refusé de le faire ». Mais je le demande à la Cour. La Cour peut très bien dire « ah, mais vous avez raison de le demander et on va faire tel devoir ». Donc ça peut se faire aussi. Donc tout ça, c'est au moment de la fixation, avant l'examen au fond. Avant l'examen au fond, sur les temps qui se passent. Alors, pour un détenu, évidemment, comme les délais sont très courts, on fixe par exemple une date relais à 1 mois. Et on se dépêche évidemment de faire les devoirs s'il y a des devoirs à faire, en tenant compte qu'il est détenu. Et on se dépêche de faire tel devoir, d'auditionner telle personne. On voit qu'un mois après, les devoirs ont été effectués, les pièces sont déposées au dossier de procédure. Donc on fixe une date à ce moment-là pour plaidoirie, donc au fond. Alors, mais je ne suis pas... L'essentiel, c'est que même si on n'a pas les moyens... à l'occasion d'une instruction ou d'une information, donc à l'origine du dossier, parce qu'entre-temps, avant que le dossier arrive à la cour d'appel, le temps s'est quand même écoulé, sauf pour un détenu, mais même pour un détenu, ça fait plus ou moins 1 an quand même. Oui. Et donc, même si on n'a pas les mêmes moyens, même si on n'est pas en direct par rapport à la commission des faits, on peut encore ordonner certaines choses et on peut encore faire évoluer le dossier. Alors, que les choses soient bien claires, quand vous dites que je peux ordonner des devoirs, vous faites, par exemple, vous demandez à la police de réentendre quelqu'un. Si c'est une expertise, vous désignez un expert qui va réexaminer le dossier et la personne, etc. Exactement. Ok. J'ai tout compris, c'est parfait. Donc là, c'est l'audience d'introduction. Vous parliez tout à l'heure de conclusion. Donc j'imagine que si par exemple il n'y a pas de devoir à faire, vous dites on fixe à tel. C'est le président qui fixe. Et à ce moment-là, j'imagine que s'il y a une victime, elle va vouloir, vous l'aviez expliqué tout à l'heure, faire le détail de son dommage. Et donc, elle est obligée de le faire par écrit. Et donc, elle va demander des conclusions. Oui. Alors, ça se passe comme ça. D'abord, c'est la Cour qui a la maîtrise de l'agenda. Nous, on suit. Il faut s'imaginer que ce soit en première instance ou en degré d'appel, quand on est à l'audience, celui qui représente le ministère public, le procureur général, on est partie au procès. Oui. C'est-à-dire qu'on est vraiment à égal avec la défense et avec les parties civiles. Même si on est assis plus ou moins à côté. Ça prête à confusion. Il y a parfois des justiciables qui disent oui, mais ça fait partie du tribunal ou de la cour, et en fait, pas du tout. Je comprends bien. Quand j'étais avocat, j'étais l'un de ceux qui suivait un avocat dont je tairai le nom, qui déposait systématiquement des conclusions et qui demandait à ce qu'on corrige cette erreur de menuiserie en demandant à ce que le ministère public vienne en bas. En fait, c'est historique. Bon, c'est comme ça. Il faut s'imaginer que c'est uniquement parce qu'on est magistrat. Mais sinon, par rapport au juge du fond, le magistrat du siège, le président, moi je suis une partie, pas plus. Simplement, on est à côté parce que ça facilite certaines relations, non pas personnelles, mais c'est les relations administratives. Il faut bien s'imaginer qu'au niveau administratif, nous avons des liens avec le siège que n'a pas la défense. Pour gérer l'extraction des détenus, pour gérer la prise du dossier, s'il y a un problème ou quoi que ce soit, si les détenus n'arrivent pas, s'il faut les faire venir quand même en urgence, et des tas de petites choses qui sont purement administratives. Et c'est pas parce qu'on est assis à côté que nécessairement on est potes. Je dis, on est vraiment. Alors bon, à force de travailler ensemble, oui, on essaye quand même de travailler en bonne convivialité, c'est un minimum.
parce qu'on a des relations obligatoires qui sont des relations administratives. Mais en délibération, dites-vous bien que je ne suis pas dans le bureau avec les juges, hein, donc ça, il n'en est pas question. Donc on est très attentif à ça. Ça, c'est une chose... Quand j'étais avocat, pendant de très nombreuses années, j'étais pendant 22 ans avocat, j'avais toujours cette suspicion de me dire, le parquet est quand même en lien avec le siège. Et c'est la première claque que j'ai prise quand je suis arrivé au parquet, c'est de me dire, ben non. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, on n'est pas avec le juge qui va délibérer et qui siège et qui va prendre une décision avec nous à côté. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Franchement, ça n'existe pas. Et dites-vous bien que quand on se permet de faire un commentaire à un magistrat du siège concernant une affaire qui serait en délibéré ou quoi que ce soit, tout de suite on nous tape sur les doigts. Parce qu'il y a bien une chose qu'un juge du siège ne supporte pas, c'est qu'on se permette de lui faire un commentaire à ce sujet-là. Il est bien trop attaché à son indépendance. Et donc ça, très très vite on l'apprend. Hein. Donc il n'y a vraiment aucun souci. J'ai l'impression que c'est du vécu. Non, c'est pas du vécu, mais une petite remarque, on ne fait pas attention, parce que c'est vrai que pour finir, on se connaît. On se croise dans les couloirs. On se croise dans les couloirs, mais je vous dis, il y a bien une chose par laquelle j'ai été rassuré très vite, c'est qu'il y a vraiment... Il n'y a pas de connivence. Non, à ce niveau-là, non. Et encore moins à la cour d'appel. Parce que là, ils sont 3. Oui. Non, donc ça... Et donc, ici, pour ce qui est du dossier, à l'introduction, les parties en général sont présentes. On dit, voilà, c'est une affaire qui va être remise à telle date. Et il est prévu par la loi, c'est prévu par la loi, qu'on demande aux parties si elles veulent conclure. Oui. Parce que c'est à l'audience d'introduction que ça doit être déterminé. Et donc, si la défense veut déposer des conclusions, elle le demande à l'audience d'introduction. Si la partie civile demande à déposer des conclusions, c'est à l'audience d'introduction. Et moi aussi. Parce que je peux aussi déposer des conclusions. Pour le public, des conclusions, c'est donc un rapport dans lequel chacun indique ses arguments. Exactement. C'est-à-dire que ce sont les écrits que les parties peuvent déposer au dossier, écrits qui en général développent les moyens de défense et les moyens invoqués pour sa défense, les moyens invoqués. La partie civile, elle va déposer un texte écrit en disant, voilà, tel élément du dossier établit la culpabilité d'eux. Une fois qu'il est coupable, voilà mon dommage avec tel élément. Et je réclame telle somme par écrit. Et chose importante, je vous coupe, chose importante, c'est que pour pouvoir faire ces conclusions, tout le monde a accès au fameux dossier répressif qui a été constitué par le juge d'instruction ou le parquet, donc toutes les auditions, toutes les expertises, etc. Le dossier de procédure est de toute façon accessible aux parties à tout moment au greffe. Donc ça, c'est une chose, bien sûr. Et si on vient à déposer des nouvelles pièces, on en informe évidemment toutes les parties qu'on va déposer des nouvelles pièces au dossier de procédure et on les transmet aux parties. Si moi j'ai des nouvelles pièces à déposer, je les dépose au dossier de procédure, mais j'avise évidemment les parties. Attention, j'ai déposé telle pièce et telle pièce, vous devez aller les voir. La défense, elle va faire ses conclusions, elle doit me les communiquer. Et si elle dépose des pièces en annexe de son écrit, elle doit me les communiquer. La partie civile aussi doit communiquer les pièces. Il faut que tout soit communiqué aux différentes parties. Il faut que le débat soit contradictoire à tous les niveaux. Mais ça, c'est une fois que l'enquête est terminée. Avant l'enquête, c'est pas la même chose. Ça, c'est autre chose. Mais ça fait l'objet d'un autre épisode. Vous avez les informations qui restent, entre guillemets, secrètes, où on fait certains devoirs au niveau du parquet. Quand un dossier est à l'instruction, vous savez, le secret de l'instruction. Oui, c'est ça. Et le secret de l'instruction, ça, c'est entre les mains du juge d'instruction, et que ce soit le procureur du roi, mais que ce soit aussi un avocat de la défense, par exemple, de la personne qui est mise en détention préventive. Elles sont toutes les parties sont tenues au secret de l'instruction. Les policiers sont tenus au secret de l'instruction. C'est-à-dire que le procureur du roi, les policiers, l'avocat qui intervient dans le dossier, l'avocat de la partie civile qui interviendrait dans le dossier et qui aurait accès au dossier, toutes ces personnes n'ont absolument pas le droit de dévoiler des éléments qui se trouvent dans le dossier pendant l'instruction. Ça, c'est pendant l'instruction. Pendant l'instruction. Mais une fois que le dossier est fixé, là... Ils assurent les moyens de la défense comme ils le souhaitent, en parlant éventuellement à la presse. Ce que nous, on ne fait pas.
Enfin, vous ne faites pas. Vous avez un porte-parole qui, lui, est habilité à le faire. Donc, on établit ce qu'on appelle le calendrier des conclusions. Donc, chacun a une date pour déposer ses arguments avec ses pièces. On est bien d'accord. Oui. Et voilà. Et donc, et puis il y a cette période d'attente. En fait, on essaye d'étaler ce calendrier pendant ces 2 ans. Comme ça, si par exemple, j'imagine que si le prévenu entre-temps a retrouvé un travail, si par exemple il avait un petit problème, il s'est soigné, etc. Toutes ces pièces peuvent alimenter le dossier. Bien sûr. On a un calendrier auquel les parties sont tenues. Mmh. Mais la loi prévoit aussi d'ailleurs que les parties peuvent très bien déposer des conclusions en dehors de ce calendrier, pour autant qu'elles invoquent un élément neuf. Mmh. Et donc, on a un calendrier qui est fixé avec des telles dates, où on dépose les conclusions, et puis il s'avère qu'après, on a un élément neuf, qui soit favorable ou pas, soit à la partie civile, soit au prévenu. Eh bien, les parties ont le droit, à ce moment-là, de refaire un écrit concernant cet élément neuf, et de déposer cet écrit avec cet élément neuf, en dehors d'un calendrier qui est fixé. Mais s'il n'y a pas d'élément neuf, il n'est pas question de déposer de nouveaux écrits. Ça, c'est prévu, et c'est prévu par la loi, ça, de toute manière. Et donc ça, c'est le président, de toute manière, de la Cour d'appel, qui, à l'introduction, va fixer les calendriers pour les uns et pour les autres, en fonction, évidemment, de la date de remise et d'examen au fond. Et donc, c'est vrai que le dernier mardi, on était en décembre 2024, et la Cour demandait à ce que les conclusions soient déposées pour décembre 2023. Et je signale que nous enregistrons, nous sommes le 10 novembre. Donc comme ça, on a une idée... 10 novembre 2022. Oui, 10 novembre 2022. Vous faites bien de préciser. Alors, on va continuer notre petit cheminement avec ce dossier fictif. Donc, on a le calendrier d'échange de conclusions. Il y a ces 2 ans qui s'écoulent. Vous faites, vos conclusions. Alors, les conclusions du ministère public, elles ressemblent furieusement aux conclusions qu'un avocat peut faire. Mais je vais vous dire qu'en ce qui me concerne, j'en fais excessivement rarement. Ok. Donc, pour quelle raison ? Pour la bonne et simple raison que j'ai pas le temps. Désolé. Faire les écrits, j'en fais déjà pour les cours d'assises. On fait les actes d'accusation. Donc, à la cour d'assises, c'est encore à part. Et donc, ça, je fais très rarement. Et on ne fait en définitive des écrits que sur certains éléments purement juridiques, purement de droit, pardon. Là où on a un problème en droit particulier, éventuellement, on fait des conclusions écrites. Sinon, je n'en fais pas. Je n'ai pas vraiment le temps. Et donc, mes réquisitions, quand l'avocat me téléphone, il me demande qu'est-ce que tu vas requérir, etc. Enfin, pour l'avocat qui me connaît, il me tutoie. Ça ne me pose pas de problème. Mais je dis, je vais requérir ça, ça et ça. Je lui dis, ça ne me pose aucun problème de dire à l'avance à un avocat qui me téléphone ce que je veux requérir, pour autant que je le sache. Ouais. Parce que ça dépend quand il me téléphone. Il y a des fois où je ne sais pas quand je vais prendre ma décision. Et donc, voilà, moi, je fais très peu d'écrits. Mais c'est vrai que un écrit du ministère public, ça doit correspondre au même canon qu'aux conclusions de la défense ou d'une partie civile. Je vous dis, c'est excessivement rare. D'accord. Alors, vous veniez d'évoquer le fait que vous étiez quand même relativement cool et que les avocats de la défense pouvaient vous appeler pour savoir ce que vous alliez requérir, ou les parties civiles aussi d'ailleurs. Comment est-ce que vous vous préparez, vous, aux audiences ? Je réétudie le dossier. Alors, je l'étudie une première fois, j'ai mes notes, et puis je revois mes notes la semaine qui précède les audiences. Donc, par exemple, là, vous avez mes audiences pour la semaine prochaine qui sont là, avec mes notes. Donc, je les ai déjà relues. D'accord. Et comme j'ai mon cerveau qui est vraiment rempli, j'ai cette chance, c'est que, comme ça, je ne pourrais pas vous redire ce qu'il y a là, alors que je les ai étudiés ce matin. Alors, quand il me dit là, il me pointe une armoire sur laquelle il y a plusieurs dossiers. Et donc, ce qui se passe, c'est comme ça que moi je fonctionne.
Je vais l'oublier jusqu'à lundi. Lundi après-midi à 14h, je vais descendre à l'audience. On va me dire, on prend tel dossier, je vais l'ouvrir. Je vais avoir la note devant moi, tout de suite, ça va revenir. D'accord. Alors, bon, bien souvent, j'ai des petites notes bien simples parce que ce n'est pas non plus forcément tous des dossiers compliqués. Pour le reste, mes réquisitoires, en général, sauf les gros dossiers, là, j'ai des réquisitoires que je prépare de manière écrite avec des mots-clés. Mais ça dépend d'une personne à l'autre. Si les avocats, c'est la même chose. Ils vont faire leur plaidoirie par écrit de manière totale ou avec des mots-clés. Mais moi, ça sera des mots-clés. Et tout me revient quand j'ouvre le dossier. C'est comme ça que ça marche par bonheur, parce qu'il y a beaucoup. Oui. Il faut quand même s'imaginer que je dois voir en moyenne 15 à 20 dossiers par semaine. D'accord. Donc, chaque fois 15 à 20 dossiers qu'il aura fallu étudier de A à Z. Mais bon, le temps de les revoir une fois, deux fois. Oui. Mais bon, ça fait quand même beaucoup. Très bien. Et ensuite, une fois que... Donc, vous n'êtes pas le dernier à parler puisque c'est la défense qui a le dernier mot. Donc, la partie civile commence, puis c'est vous, puis c'est la défense, et puis ensuite, la cour prend le dossier en délibéré. Et donc, pendant ce temps-là, il ne se passe rien pour vous. Une fois que l'affaire est en délibéré, moi, c'est fini. C'est terminé. Moi, c'est terminé. Moi, j'ai fait le boulot, j'ai requis, et puis on attend la décision, comme tout le monde. Donc, voilà. Et alors, au prononcé, on voit ce que ça donne. Donc, le prononcé, c'est quand la cour vient prononcer son arrêt, c'est-à-dire sa décision. Et voilà, et puis on est en attente. Alors, bien souvent, je dis c'est à 1 mois le prononcé. Et la seule difficulté que j'ai, moi, c'est que je dois revoir avant le prononcé, vite le dossier pour savoir de quoi je parlais il y a 1 mois avant. Parce que sinon, j'oubliais. C'est tout. Donc, je dois vite revoir pour savoir et vérifier ce que j'ai requis, pour voir quelle est la décision prise par la Cour, vérifier aussi si c'est une personne qui est condamnée éventuellement, qui a fait défaut, et pour lequel, si j'ai une peine supérieure à 36 mois, je peux demander, supérieure ou égale, je peux demander une arrestation immédiate. Donc, je dois faire un petit peu attention à tout ça. D'accord. Donc l'arrestation immédiate, c'est vous devez requérir immédiatement, en fait. Oui, c'est-à-dire que si une personne fait défaut, voir si elle est présente, en fonction de ce qui est prononcé par la Cour, je peux demander à la Cour qu'il soit arrêté immédiatement. Alors si elle est présente, elle sera arrêtée immédiatement si la Cour suit mon réquisitoire, parce que, encore une fois, je demande. Je n'ordonne pas à la Cour, donc c'est important. C'est la Cour qui décide. Et si elle décide de l'arrestation, on l'arrête immédiatement. Et pour une personne qui n'est pas là, donc qui fait défaut, je demande son arrestation immédiate. Si j'ai l'arrestation immédiate, j'ai un document à ce moment-là qui est envoyé et qui est envoyé à toutes les polices pour aller le chercher d'une manière ou d'une autre. Voilà. Alors, vous l'avez évoqué tout à l'heure, vous allez aussi parfois à la cour d'assises. Et donc là, c'est des crimes, donc c'est des choses beaucoup plus graves. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence avec des audiences correctionnelles C'est vraiment très différent. Alors là, la cour d'assises, c'est un principe qui date du siècle des Lumières. Vous allez lire Voltaire, vous allez comprendre. Voltaire estimait que les crimes les plus graves doivent être jugés par la société elle-même, c'est-à-dire par le citoyen. Ça, c'est l'origine. Siècle des Lumières, Voltaire. Je suis un fervent défenseur de Voltaire, je suis un vieux con, mais c'est comme ça, parce que vous avez beaucoup de gens qui critiquent ce système à l'heure actuelle. Bon. En attendant, la loi belge prévoit toujours un système où les crimes les plus graves, les crimes de sang les plus graves, sont jugés par une cour d'assises. La cour d'assises est composée de 12 citoyens qui ont été tirés au sort, ce qu'on appelle le jury, et les débats sont dirigés, je dis bien les débats sont dirigés par 3 magistrats professionnels. Un magistrat de la cour d'appel, 2 magistrats du tribunal de première instance, qui sont les juges assesseurs. La loi a changé tout va tellement vite. À l'heure actuelle, le jury d'assises, donc les 12 jurés, les 12 citoyens, vont statuer sur la culpabilité d'une personne après avoir fait le procès, en compagnie du magistrat professionnel. Mais
seuls les 12 jurés vont voter sur la culpabilité. Ça, c'est une chose. Sur la peine, si jamais il y a un verdict de culpabilité, à ce moment-là, c'est les 12 jurés et les 3 magistrats professionnels qui vont se prononcer sur la peine. Alors, vous me faites tout un cours et c'est passionnant, mais moi, ma question, c'était qu'est-ce qui est différent pour vous ? Pour moi, c'est un travail 10 fois plus important. Parce qu'on le prévoit maintenant, le système organisé par monsieur le procureur général, il a voulu qu'à Bruxelles, compte tenu du nombre d'affaires, il y ait ce qu'on appelle un pool à 6. Le pool à 6 regroupe des magistrats du parquet de Bruxelles, donc de première instance, et des magistrats de la cour d'appel, enfin du parquet général, parce qu'on a trop. D'habitude, la cour d'assises était toujours réservée aux grands avocats généraux. On a beaucoup trop. Et le procureur général veut qu'il y ait un pool qui englobe tout le monde, même les magistrats du parquet. Et ça fonctionne très bien, si ce n'est qu'on a tellement d'affaires qu'on n'a pas assez de volontaires. Il faut être volontaire pour le faire, parce que ça vient en plus de votre travail. D'accord. Et ce pool à 6 fait qu'à partir du moment où on est désigné, lorsqu'un dossier est mis dans le pool à 6, c'est-à-dire dès qu'on a un fait qui est commis, un crime qui est commis, vous avez le substitut de première instance qui va descendre sur les lieux des faits, qui va faire un rapport en ce qui concerne les faits qui sont constatés, qui va faire ouvrir une instruction auprès d'un juge d'instruction, par exemple pour meurtre ou pour assassinat. Dès le lendemain, ce dossier va rentrer dans le pool à 6. Le pool à 6 va décider de la distribution de ce dossier à tel et tel magistrat. Vous aurez un magistrat titulaire et un magistrat en backup si jamais il y a un problème. Et le magistrat titulaire, qu'il soit de première instance ou du parquet général, va s'occuper de ce dossier et va suivre ce dossier du début jusqu'à la fin. D'accord. C'est-à-dire que tous les devoirs qui sont faits par le juge d'instruction et les chambres du conseil, même que je suis au parquet général, eh bien je dois aller à la chambre du conseil. Alors, je me fais souvent remplacer parce que ça tombe pendant mes audiences, etc. Mais le principe veut que moi, j'aille en chambre. Mais vous êtes au courant de ce qui se passe. Et je suis au courant de ce qui se passe. S'il y a des reconstitutions, c'est moi qui vais à la reconstitution. Donc, je participe, je dirais, je suis l'enquête comme une partie, puisque c'est le juge d'instruction qui dirige tout avec la police. Et moi, je ne suis qu'une partie et je demande éventuellement certains devoirs au juge d'instruction. Mais donc, je suis l'affaire depuis... Et à partir du moment où on arrive à la clôture de l'instruction, c'est nous qui faisons le réquisitoire de renvoi devant la cour d'assises. C'est nous qui faisons le réquisitoire de confirmation de renvoi par la CMA, par la Chambre des mises en accusation, parce qu'il y a, pour un renvoi en cour d'assises, il y a d'office un contrôle, encore une fois, vous savez, le contrôle d'une première décision. Pour le justiciable, on fait attention, eh bien, pour un renvoi en cour d'assises, il y a une décision du tribunal de première instance et il y aura un contrôle par la cour d'appel, donc la chambre des mises en accusation. Une fois que l'affaire est renvoyée devant la cour d'assises, eh bien, à ce moment-là, il faudra veiller à voir quand on peut fixer la cour d'assises. Et le plus gros du travail à ce moment-là, pour le collègue ou moi-même qui allons à la cour d'assises, c'est de faire ce qu'on appelle un acte d'accusation. L'acte d'accusation est un acte écrit qui reprend en fait tous les éléments du dossier pour aboutir à la motivation du renvoi devant la cour d'assises. Il faut que cet acte d'accusation qui est fait par nous soit le plus objectif possible. C'est-à-dire qu'on ne peut pas émettre dans cet acte écrit un quelconque commentaire personnel ou considérer d'office que la personne est coupable. On va requérir sa culpabilité, mais dans l'acte écrit, on ne peut pas le mettre. On indique tous les éléments qu'il y a au dossier. Donc on va prendre par exemple les examens du docteur légiste, on va reprendre l'expertise psychiatrique qui a été faite sur l'accusé, on va reprendre les déclarations de l'accusé, on va reprendre les déclarations des différents témoins. On va reprendre les devoirs qui ont été faits par la police et par le juge d'instruction, par exemple la balistique, l'examen ADN, enfin, tout ce qui constitue tout ce dont a parlé Madame Panou dans l'épisode numéro 3. Et on va tout remettre dans cet acte d'accusation afin que le jury d'assises, après, parce que cet acte d'accusation, en plus de ça, doit être lu. Par le ministère public à l'introduction du dossier à la cour d'assises. Donc à la première audience, vous devez lire, et donc si c'est un acte d'accusation qui fait 200 pages, vous lisez 200 pages. Oui. Et vous ne pouvez pas résumer? Non. C'est-à-dire que ça se discute et
Là, encore une fois, il semblerait qu'on pourrait le faire, mais bon, ça se discute. Mais bon, mais c'est pas dans les traditions. C'est pas dans les traditions. Alors, bon, il y a certains collègues qui font des très longs actes d'accusation. Nous, on nous a demandé ici, en disant que de toute façon, c'est pas un très long acte d'accusation. Personnellement, je trouve pas ça efficace dans la mesure où les jurés, après 50 pages, vous les perdez. Mm-hmm. Parce que c'est pas évident. Donc, on essaye de limiter à 50 pages. Voilà. Mais il y a des cours d'assises qui sont tellement énormes qu'on ne peut pas résumer en 50 pages. Je pense que l'acte d'accusation qui va devoir être lu prochainement à la prochaine cour d'assises dont tout le monde parle, c'est un acte d'accusation qui va faire des centaines de pages. D'accord. Et qui va devoir être lu, à mon avis, plus d'un jour complet. Oui. Mmh. Et donc voilà, mais je pense que on peut difficilement faire autrement, ça c'est autre chose. Donc c'est vrai qu'on doit résumer les faits. Mm-hmm. Mais entre résumer 10 cartons, disons qu'un carton fait à peu près entre 700 et 900 pages, et résumer 250 cartons, c'est pas la même chose. Donc on peut comprendre. Voilà. Et donc on doit lire. Et cet acte d'accusation, en fait, c'est la seule pièce que le jury d'assises a entre les mains. Mm-hmm. Pendant tout le procès, jusqu'à ce qu'ils partent en délibération. Une fois qu'ils sont en délibération, ils auront accès au dossier. Et donc, le seul acte qui parle des faits, en termes d'acte écrit qui parle des faits, c'est l'acte d'accusation. D'accord. Et alors, pour le boulot, en dehors de l'acte d'accusation, c'est de suivre, évidemment, de préparer tout le procès d'assises, de veiller à ce que tous les témoins soient bien convoqués, de veiller à ce que toutes les citations soient bien envoyées. Tout ça doit être fait dans des délais bien précis et prévus par la loi. Et puis alors, on a assisté au procès qui dure en général, pour un procès normal, une bonne, on va dire, 7 à 8 jours ouvrables, et requérir comme on requiert habituellement, sauf qu'on doit être un peu plus complet aussi, et puis requérir sur la peine, parce qu'ici, les débats sont séparés à la cour d'assises. On a d'abord un débat sur la culpabilité, et après on a un débat sur la peine, si il y a un verdict de culpabilité. Alors que devant la cour d'appel, on requiert le tout ensemble. On dit, voilà, il est coupable, je demande telle peine. Ça se fait en une fois. Est-ce que c'est très clair, c'est résumé et c'est très clair et c'est passionnant. Et j'ai même l'impression que si je ne vous arrête pas, on pourrait encore parler pendant des heures. Moi, c'est la cour d'assises, c'est toute une histoire. Donc voilà. Je sais qu'on critique énormément la cour d'assises. Je peux le comprendre parce que je dirais, c'est un avis tout à fait personnel qui n'engage personne d'autre que moi, je le dis tout de suite. Je pense très sincèrement que le procès qui va arriver, on n'aurait jamais dû laisser ça entre les mains d'un jury d'assises, un jury populaire. Non pas qu'ils ne sont pas capables, ça je ne crois pas, parce que je suis un fervent défenseur du jury d'assises. Je ne sais pas pourquoi. C'est quelque chose qui est inexplicable. J'ai fait, je pense, une trentaine de cours d'assises en tant qu'avocat. Je suis maintenant à peu près une dizaine en tant que procureur général et avocat général. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai cette impression que vous prenez 12 personnes qui ne se connaissent pas, qui sont d'origines différentes, qui sont de cultures différentes, qui sont d'éducation différente. Vous les mettez ensemble pendant une semaine. Et je ne sais pas vous expliquer pourquoi. Il y a un phénomène qui fait que il y a une justice qui en sort. Et moi, je n'irai jamais dire que, même à l'heure actuelle, alors que les débats sont compliqués, mais il y a cette espèce, je ne sais pas, de bon sens populaire. Je ne sais pas dire autrement. Et c'est vraiment pas péjoratif, que du contraire. Je ne sais pas comment ça se passe. C'est un phénomène inexpliqué pour moi. Ces gens parviennent à prendre des décisions qui sont les plus justes possibles, en fonction des débats. Et le meilleur exemple que j'ai à donner, alors même que c'est une décision qui a été prise par un jury populaire, sans la présence des juges, c'est l'affaire Dutroux. Vous avez 12 personnes qui ont subi les pires pressions qui soient, médiatiques et autres, dans une affaire des plus horribles qui soit, la mort de tous ces enfants, qui ont été pendant des semaines à suivre ce procès, dans un climat horrible,
où les gens se disaient des choses pique-pendre l'un de l'autre, les batailles des avocats, de certains avocats, parce que d'autres n'ont pas joué là-dedans, dans un climat très dur. Eh bien, ces gens, qu'on pourrait dire qu'ils sont sortis de leur campagne ardennaise, eh bien, chapeau à eux, parce qu'ils ont subi toutes ces pressions. Ils se sont retrouvés seuls à délibérer sur la culpabilité. Ils étaient 4 dans le box. 4 personnes totalement différentes. 4 personnes qui avaient fait des choses totalement différentes l'une de l'autre. Ils sont parvenus, quoi qu'on puisse en dire, à sortir un verdict de culpabilité qui a fait la différence entre le principal intéressé, sa compagne, l'autre zozo, excusez-moi de le dire comme ça, et qui est quand même vachement coupable. Attention, je dis zozo, mais je ne minimise pas sa participation, que du contraire, et Nioul. Ils sont parvenus à faire la différence entre les 4. Ils sont parvenus à dire, tiens, telle personne a fait telle chose, mais telle autre non, on n'a fait que ça, entre guillemets, etc. Ils sont parvenus, malgré les pressions, à acquitter Nioul en ce qui concerne les faits de mœurs. Et à le condamner pour les faits de stupéfiants. Donc il fallait être vachement bien concentré pour faire la différence et pour en arriver à déterminer que, oui, mais pour le trafic de stupes, il est tombé. Oui. Ils ont fait ça à douce, tout seuls, sans intervention d'un magistrat professionnel. Et ils ont pondu un verdict de culpabilité picobello. Et on viendrait dire que le citoyen n'est pas capable de juger. Moi, je dis que Voltaire, il avait bien raison. Et ça, pour moi, c'est la meilleure preuve. Alors oui, on peut se tromper. Oui, il y a des jurés qui se sont trompés. Mais il y a des magistrats professionnels qui se trompent. Aussi. Et je vais dire une bonne chose. Moi, je peux requérir la culpabilité de quelqu'un. Je peux très bien me tromper. Ou je peux penser que telle personne est innocente et je peux très bien me tromper. Et donc là, l'erreur, elle est humaine. Et je pense que très sincèrement, un jury populaire ne se trompe pas plus, ni moins, qu'un juge professionnel. Et je ne sais pas expliquer pourquoi. Eh bien, c'est sur ce mystère du jury populaire qu'on va se quitter. Merci Stéphane Lempereur pour cet entretien qui était passionnant. Je vous remercie à vous, il n'y a pas de souci. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je vous le répéterai à chaque fois, mais c'est important pour moi de faire connaître ce podcast qui a une vocation d'information et d'éducation. Alors partagez-le autour de vous et n'hésitez pas à poser vos questions ou à suggérer un invité. Et moi je vous dis à la semaine prochaine.